Alors, j'ai le plaisir d'accueillir à mes côtés Monsieur Michel Vievorka, qui est sociologue et écrivain, et Monsieur Khosrow-Khavar Farhad, sociologue et directeur d'études à l'EHESS. Tous deux ont écrit un livre, Les Juifs, les musulmans et la République. Alors, ce livre, déjà au titre, on peut se dire que finalement, il y a une problématique entre les Juifs, les musulmans et la République. Peut-être pourrions-nous faire un retour historique quant à la relation avec la République et ces deux communautés. Je vous demande, Monsieur Michel Vievorka, de bien vouloir commencer. Merci beaucoup. Bonsoir à tous. Et merci de cette invitation qui nous a fait très plaisir. On est très heureux de pouvoir présenter nos idées, nos analyses en ce lieu et avec vous. Alors, c'est une histoire compliquée que l'histoire des Juifs et de la République. C'est une histoire plus courte, mais non moins tourmentée s'il s'agit de la relation des musulmans et de la République. Je vais juste dire quelques mots de l'histoire des Juifs et de la République. Farhad Khosrow-Khavar dira ensuite quelques mots, si vous en êtes d'accord, de l'histoire des musulmans et de la République. On pourrait dire d'ailleurs de la République et des musulmans, de la République et des Juifs. S'il s'agit des Juifs, il faut savoir qu'il y a des Juifs en France depuis très longtemps, avant même Jésus-Christ, ou à peu près dans ce contexte-là. Et qu'il y avait des communautés juives qui ont connu toutes sortes de changements au moment de la Révolution française. Et que déjà avant la Révolution française, mais surtout pendant la Révolution française, beaucoup de bons esprits se sont dit « qu'est-ce qu'on fait des Juifs ?» Ils vivaient dans des communautés assez souvent misérables, ils étaient donc très communautaires, toutes très éloignés par conséquent dans l'ensemble de la Révolution. Et les révolutionnaires ont eu l'idée, en gros, il y a une phrase très célèbre de l'un d'entre eux, un aristocrate, le comte de Clermont-Tonnerre, ils ont eu l'idée de dire on va traiter les Juifs de la manière suivante. Ils seront des citoyens comme les autres dans l'espace public et en privé, ils feront ce qu'ils voudront. Et c'est le modèle républicain qui commençait à apparaître. Alors ça a suscité beaucoup de discussions. Napoléon Ier est arrivé derrière, il a un peu modifié le paysage. Et on arrive, et c'est là où l'histoire vraiment commence à être intéressante, on arrive vers les années 1870-1880, dans un contexte qui est celui de l'expansion coloniale. La République va traiter en Algérie les Juifs beaucoup mieux que les musulmans. Il y a le fameux décret Crémieux qui en fait dit que les Juifs sont des citoyens français. Les musulmans, ce n'est pas la peine d'en parler. Et arrivent les années 1880-1890, qui sont les années où va commencer l'affaire Dreyfus, un antisémitisme forcené qui va se déployer en même temps que les Juifs, dans l'ensemble, veulent profondément être républicains. C'est-à-dire être, et le mot a même disparu aujourd'hui de notre vocabulaire, ils veulent être des Israélites. Le monde, on n'utilise plus ce mot-là. C'est-à-dire des gens qui, dans l'espace public, dans la vie politique, sont des citoyens comme les autres et qui ont leur religion à eux, qui est quelque chose de beaucoup plus privé ou plus intime. Et le modèle français, jusque dans les années 60 ou 70, va être un modèle très républicain dans lequel les Juifs n'apparaissent pas visiblement dans l'espace public et en contrepartie se sentent des citoyens comme les autres. Et puis, mais c'est une autre affaire, donc je m'arrêterai là, et puis les choses vont beaucoup changer depuis une cinquantaine d'années. Donc la relation classique de la République et des Juifs en France, c'est une relation dans laquelle les Juifs, c'est une religion avant tout, que le reste ne compte pas, et où la République les traite comme une religion, et en dehors de ça, ce sont des citoyens comme les autres. Voilà pour ce qui est de l'histoire rapide des Juifs et de la République. Alors, qu'en est-il justement des musulmans et la République? Bon, l'histoire des musulmans est différente. Il faut bien se le dire que c'est surtout avec la colonisation que ça commence, et la colonisation de l'Afrique du Nord, surtout l'Algérie. Et il y a ce qu'on pourrait appeler l'implantation des colons en Algérie, avec la violence, avec tout ce que l'on sait sur plus de 130 ans de colonisation.
l'un des points importants, c'est quand même le décret Crémieux. Le décret Crémieux qui accorde la nationalité française aux Juifs d'Algérie, mais pas aux musulmans d'Algérie. Et donc là, il y a un commencement de différenciation qui est lié aux enjeux coloniaux. Ils voulaient introduire la dissension, ils voulaient avoir des minorités avec eux. Bon, bref, il y a quand même une construction mentale liée à la colonisation. Pendant la Première Guerre mondiale, il y a pas mal de musulmans qui combattent aux côtés de l'armée française et il y a des milliers qui sont morts. Et en témoignage de reconnaissance, la République construit la mosquée de Paris. Et par conséquent, les liens sont quand même assez anciens. Mais l'arrivée massive des musulmans en France, c'est surtout après les indépendances. Et là, il y a eu un besoin de la société et de l'industrie française de main-d'œuvre non qualifiés pour la plupart, et donc ils font appel aux anciennes colonies. Je veux dire qu'il y a une demande de main-d'œuvre de la part de la France pour qu'ils viennent. Et on sait très bien qu'il y en a qui viennent d'abord sans leur famille, viennent travailler ici, et c'est après 1974, quand il y a eu le problème du progrès économique qui a été remis en cause, que Giscard d'Estaing introduit un certain nombre d'obstacles. Et c'est à ce moment-là qu'il y a les familles qui vont venir s'installer en France. Et par conséquent, on voit bien que la première génération, c'est des ouvriers. Ils travaillent, ils ont du travail. L'absence de travail n'est pas un problème. Ils ont tous un travail. Et c'est précisément après la deuxième et la troisième génération qu'on voit l'apparition de ce qu'on pourrait appeler un chômage structurel parmi les musulmans, avec un malaise qui est surtout un malaise qui se décline en relation d'abord avec une structure urbaine, les banlieues, et en second lieu avec ce qu'on pourrait appeler le retour du religieux dans l'espace public français, qui n'est pas seulement le retour de l'islam. On a aussi chez les Juifs un retour du religieux par rapport au passé d'il y a 30 ans, et Michel est très compétent à ce sujet, pourrait nous en parler. Bref, il arrive un moment où on voit bien que les anciens équilibres sont remis en cause. Et en cela, il y a aussi une autre dimension, c'est ce qu'on pourrait appeler la tension montante entre les Juifs et les musulmans. Et cette tension montante, notre projet de livre consiste à dire il faut en débattre, il faut mettre sur la table les vrais problèmes, et c'est à partir de là qu'il faut essayer de se comprendre mutuellement. Il ne s'agit pas d'occulter, il ne s'agit pas de dire on va débattre ensemble pour être représenté par un imam du côté français, du côté des musulmans, et par un rabbin du côté juif. Non, il faut que les imams et les rabbins soient là, mais aussi de vrais citoyens, des citoyens musulmans et juifs, et qu'ils s'entretiennent entre eux sur les problèmes qui blessent. Et par conséquent, notre projet est aussi, dans un sens, et Michel en parlera, une remise en cause de ce qu'on pourrait appeler le statu quo républicain, pour qu'on puisse réinventer un vivre ensemble dans une structure politique où la tolérance vis-à-vis des uns et des autres serait plus grande, mais où la capacité de communication entre les uns et les autres aussi en serait accrue. Oui, bon, justement, pour rebondir à ce que vous venez de dire, nous avons donc actuellement, comme vous dites, des tensions, donc deux communautés crispées, incomprises au sein de cette République. Pourquoi ? Bon. Et comment cela se manifeste-t-il ? Alors, le comment est peut-être plus facile à dire que le pourquoi. C'est souvent d'ailleurs comme ça. Il faut faire un peu d'histoire récente. Et je vais reprendre l'histoire juive en France au moment où je l'ai laissé tout à l'heure, c'est-à-dire dans les années 60. À partir de la fin des années 60, le monde juif en France va se transformer et va créer un nouveau rapport à la République. Et c'est très intéressant. Je vous l'explique en quelques phrases. D'abord, les Juifs de France ont évidemment la connaissance de ce qui s'est passé pendant la Seconde Guerre mondiale, mais pendant 15 ans, 20 ans, ils n'étaient pas entendus quand ils voulaient en parler. Ils sont maintenant, à partir de la fin des années 60, capables de parler de ce qui s'est passé
et de demander en particulier que les responsabilités de l'État de Vichy soient bien établies. Et ils ont le sentiment que l'antisémitisme va pratiquement disparaître. L'Église catholique a évolué, elle a fait son grand concile Vatican II au cours duquel elle a décidé qu'il fallait arrêter avec l'antisémitisme. Et donc les Juifs ont le sentiment qu'ils peuvent, si je puis dire, s'exprimer plus visiblement en tant que tel dans l'espace public qu'avant, parce que l'antisémitisme est moins fort, il régresse. Deuxièmement, c'est l'époque où l'image d'Israël en France comme ailleurs dans le monde est plutôt bonne, bien supérieure à ce qu'elle deviendra. Si vous voulez, dans les années 60, l'image d'Israël, c'est David contre Goliath, le petit pays qui gagne la guerre des 6 jours. C'est l'image des kibboutz, l'image d'un peuple de travailleurs. C'est une image plutôt à gauche d'ailleurs, une image très éloignée de ce qui sera l'image d'aujourd'hui. Et donc, il n'y a pas de problème fort en France en ce qui concerne Israël. Et il y a d'autant moins de problèmes que, comme l'a dit Farhad tout à l'heure, les migrants qui sont en France ne sont pas là pour être des citoyens qui participent au débat. Ils sont là uniquement pour travailler. Ce sont des hommes seuls qui pensent à revenir au pays. Ils ne sont pas dans ces discussions-là. Donc, image positive d'Israël, antisémitisme en chute libre, et en plus arrivée massive de Juifs d'Afrique du Nord, qui sont des gens plus dynamiques très souvent, plus vivants, plus exubérants, je dirais même, que les vieilles communautés juives ou les vieilles populations juives. Et donc, il va se passer quelque chose, je ne vais pas être long, mais c'est la chose qui nous aide le mieux à réfléchir. Pendant une vingtaine d'années, les Juifs de France vont inventer un modèle dans lequel ils sont très républicains, mais très visibles en public. Ils organisent des grands rassemblements, ça s'appelle non pas le Salon du Bourget, mais ça s'appelle, je ne sais plus, 10 heures ou 12 heures pour Israël. Ils sont présents, ils disent qu'ils refusent l'antisémitisme, non pas comme citoyens, mais aussi comme juifs. Donc ils se mobilisent dans la rue. Et il y a tout un renouveau, une vitalité culturelle, religieuse, des écoles qui s'ouvrent, etc. Et donc, ils sont à la fois très républicains et très communautaires. Et ce qu'ils inventent, c'est un modèle que nous avons appelé avec Farhad Khosrow-Khavar un modèle néo-républicain. Un modèle dans lequel on peut dire en même temps, vive la République qui reconnaît des citoyens libres et égaux en droit, mais vive aussi la capacité au sein de cette République d'être visible, d'exister dans l'espace public, d'être reconnu comme tel dans l'espace public. Et ce modèle va tenir le coup jusqu'au début des années 80. Et donc je termine ma toute petite histoire, mais ce modèle ensuite, ça va mal. Pourquoi ça va mal? Parce que l'image d'Israël se ternit. Je n'ai pas besoin d'en dire plus que si je vous dis Sabra et Shatila. Ça suffit pour dire comment l'image d'Israël se ternit. Pour résumer tout ça. Deuxièmement, l'antisémitisme avait disparu, il réapparaît. D'abord à l'extrême droite, avec ce qu'on a appelé le négationnisme. Les gens qui disent que les chambres à gaz n'ont pas existé. Bon. Et donc, le climat va se tendre, vont commencer à monter certaines tensions avec le monde musulman, il faut bien le dire, sur fond en plus de tensions géopolitiques mondiales très fortes, dans laquelle, je simplifie, mais le monde musulman s'identifie à la cause palestinienne, en gros, et le monde juif s'identifie à la cause israélienne. Ça ne facilite pas le vivre ensemble ici en République. Et donc ce modèle républicain qui marchait bien pendant 15 ans ou 20 ans, jusqu'à 82 par là, ce modèle commence à mal marcher. Et donc on a vécu en France cet épisode qui nous a donné l'idée de réfléchir de façon plus générale à ce que pourrait être ce modèle qui a bien marché pendant un certain temps, mais pas seulement pour les juifs, pour les musulmans et peut-être pour d'autres ensuite. Et qu'en est-il justement de cette relation musulman et république et de leur représentativité ici, dans ces années-là? En fait, le rapport entre les musulmans et la République est aussi lié à ce qu'on pourrait appeler le sentiment qu'ils ont d'être spoliés en relation avec les Juifs.
le problème essentiel est de voir qu'il y a un certain nombre de griefs, dont certains réels, d'autres imaginaires, vis-à-vis des Juifs, et où ils ont le sentiment que la République est en un sens du côté des Juifs plutôt que du côté des musulmans. Et par conséquent, sentiment d'une sorte de partialité. Et c'est l'un des problèmes liés aussi au statut des musulmans de France. Je veux dire, une bonne partie des musulmans de France, à la 2e et 3e génération, sont dans une situation de précarité et d'exclusion économique. Une partie se trouve dans les banlieues, n'a pas de travail, a le sentiment qu'elle est délaissée, qu'il est abandonné à son sort, et que finalement, il y a deux sociétés. Il y a une société des gens qui sont intégrés, de l'autre côté, dont les Juifs font partie, et une société des gens qui sont exclus et qu'on fait tout pour, en un sens, accroître leur exclusion, ne pas les aider à s'en sortir, à devenir des citoyens à part entière. Donc, ce sentiment que finalement, le système actuel est un système qui continue le colonialisme, mais sous d'autres formes. La domination, le rejet de la dignité, le sentiment qu'on n'est pas du tout reconnu comme étant des êtres, des citoyens à part entière. Bref, il y a un sentiment de cette nature qui germe à partir de la 2e et de la 3e génération en France. Et là, il y a aussi le problème, comme disait Michel, d'Israël. C'est-à-dire le sentiment que finalement, si un citoyen juif part en Israël faire son alia, il peut rejoindre l'armée israélienne et rien ne changera. Par contre, si un musulman, moi j'ai eu ça, si vous voulez, dans des entretiens avec beaucoup de musulmans, un travail de recherche qu'on avait mené, alors que le musulman qui lui part du côté palestinien pour aider les Palestiniens, au cas où il y aurait un affrontement avec Israël, sera traité de terroriste. Bref, il y a de vrais problèmes qu'il faut débattre, et notre proposition, c'est que ces choses-là, si on ne se met pas face à face pour en débattre entre juifs et musulmans, eh bien, ils seront des problèmes qui aboutiront à la violence. Or, la citoyenneté, si on veut vivre ensemble, quoi qu'on en fasse, est basée sur l'évitement de la violence. Et c'est pour cette raison qu'il faut débattre, il faut mettre sur le tapis les vrais problèmes, ne pas les occulter, ne pas dire que ça n'existe pas, ça existe. Mais précisément, comment transformer les problèmes qui peuvent déboucher sur la violence en conflit, c'est-à-dire en une forme d'institutionnalisation et de débat pour que chacun convainque l'autre du bien fondé de son point de vue. Et là, ça ne peut se faire que si on réinvente aussi un rapport aux politiques et à la République. Je voudrais ajouter une chose, si vous m'y autorisez. Il n'y a pas du tout de symétrie entre les deux minorités. Elles ne sont pas traitées de la même façon par la République, ni par la société. Et je voudrais juste insister sur un point. Dans l'ensemble, quand on considère ce que peuvent dire ou souhaiter ou faire les Juifs de France, il n'y a pas de soupçon. Au sens de, on ne leur demande pas une chose et son contraire. Si on prend les musulmans de France, et ce sont des choses dont je suis certain que vous ressentez ici très fortement, on leur dit deux choses contradictoires qui mettent très souvent très mal à l'aise. D'un côté, on leur dit « nous sommes en République, donc vous êtes des citoyens comme les autres, et s'il vous plaît, dans l'espace public, soyez des citoyens comme les autres. » Alors évitez d'être visible. Le foulard, évitez quand même, c'est pas une très bonne chose, et on ne vous parle pas d'autres attributs. Bon, et soyez des citoyens, rien d'autre, et ça se passera très bien. C'est ce que disent parfois de façon un peu radicale des intellectuels ou des acteurs politiques. Mais en même temps, qu'est-ce qu'on dit aux musulmans? On leur dit donc, vous n'auriez pas des sympathies douteuses avec le terrorisme? Alors s'il vous plaît, dites bien publiquement, en tant que musulman, que vous êtes contre le terrorisme. Si vous ne le dites pas, c'est que c'est louche. Alors, comment est-ce qu'on peut accepter ça? Comment on peut accepter d'être traité de cette manière, où on vous dit faites quelque chose et faites le contraire, parce qu'on vous soupçonne? Bon. Et donc, ça ne se passe pas comme ça avec les Juifs. Et donc, il y a un déséquilibre et il y a quelque chose qui
pose un vrai problème et ça fait partie des thèmes que nous abordons dans ce livre, qui est comment sortir justement de cette asymétrie, sinon en organisant la réflexion collective, le débat et la prise de conscience que ce sont des problèmes qui concernent tout le monde et pas seulement tel ou tel groupe. Oui, justement, en reprenant les exemples que vous dites, il est vrai que beaucoup de jeunes, en tout cas des nouvelles générations dans la communauté musulmane, se sentent visés comme des cibles en fait, et si je peux dire, certains finalement se reconnaissent dans la situation des Juifs avant la Deuxième Guerre mondiale, en étant désignés, accusés à tort, soupçonnés de tous les maux. Et ce climat-là les rend, comme vous avez dit, voilà, ils se sentent très inconfortables parce que, à la fois, ils se revendiquent comme étant des citoyens français à part entière. Donc, vous parlez de dialogue. Et comment justement repenser ce vivre ensemble concrètement? Oui. Précisément, il faut réinventer d'autres formes de liens. On est des citoyens. Il y a du côté d'une bonne partie des musulmans le sentiment, qui est en partie justifié, d'être maltraités symboliquement, ne pas être reconnus comme des citoyens à part entière. Et de l'autre côté, les Juifs qui ont peur que l'on les tue, par exemple l'affaire Mera, etc., en France, du fait même qu'ils sont juifs. Alors, le problème essentiel, c'est de surmonter cette espèce d'incapacité à se communiquer. Et là, c'est pour ça qu'on pense qu'il y a une nouvelle République qu'il faut inventer dans les têtes. La République s'est substituée en quelque sorte au principe de dialogue entre, par exemple, les Juifs et les musulmans, mais aussi d'autres minorités, les homosexuels, les hétérosexuels, etc. La République a voulu régenter tout ça. Nous, on dit qu'il faut que par le bas, les gens puissent se communiquer. Il faut qu'il y ait des arguments, des contre-arguments, que des juifs, des musulmans, de tous les bords, religieux, non religieux, qui soient par exemple ceux qui sont hyper orthodoxes, ceux qui sont des deux côtés, etc., puissent se communiquer. Et en parlant ensemble, je suis persuadé qu'il y aura énormément de choses qui se diront et qui humaniseront les uns aux yeux des autres. Parce qu'il y a un sentiment d'inhumanité des deux côtés. Les musulmans pensent que les juifs les regardent de travers, à tort, parce qu'eux, ils veulent avoir la même dignité et surtout le même rapport, en quelque sorte, par exemple, aux Palestiniens que les Juifs ont à Israël au sein de la France républicaine. Et donc tout cela, à mon avis, ne peut pas déboucher sur un silence entre les deux, mais il doit aller au-delà dans un dialogue que les sociologues comme nous peuvent faciliter. On ne peut pas l'engendrer, mais on peut le faciliter et il faut que ça passe par le bas, pas par le haut. D'accord, donc vous parlez de dialogue, mais si je peux me permettre, en fait, il existe déjà des dialogues et des relations entre les juifs et les musulmans. Je pense que vous voulez vous focaliser plutôt sur un dialogue public. Alors, bien sûr qu'il existe beaucoup de dialogues, en particulier des dialogues interreligieux. Il y a des rencontres, il y a des rencontres même très, très visibles, bon. Mais ce n'est pas tout à fait ça que nous souhaitons. Ce que nous souhaitons, c'est qu'il y ait un dialogue sur la net, où sont posés les problèmes de société, des problèmes du vivre ensemble, les problèmes géopolitiques. Moi, je trouve qu'on doit pouvoir discuter de tout, sans qu'aussitôt ce soit la violence. Et je voudrais dire ici qu'il y a deux problèmes qu'il faut dépasser si on veut que ce dialogue existe et que ce n'est donc pas simplement un problème religieux. Il y a deux écueils, deux dangers. Le premier danger, il est évident, c'est le communautarisme. Chacun s'enferme dans son groupe et je ne discute pas avec l'autre groupe. Alors, si on ne discute pas d'un groupe à un autre, alors ce n'est pas la peine de dire qu'on vit dans le même pays. Donc le premier danger, c'est l'enfermement de chaque groupe dans des formes de vie communautaire repliées sur elles-mêmes. C'est le premier danger dont tout le monde a conscience. Mais il y a un deuxième danger dont on parle beaucoup moins et qui est pourtant un grand problème. Je vais utiliser un mot un peu polémique. C'est ce qu'on peut appeler le républicanisme. La conception pure et dure de la République qui consiste à dire « ne me parlez pas de différence, de minorité, de musulmans, de juifs, il n'y a que des citoyens ». Et vous avez des gens qui vous disent « ne parlons de rien d'autre que de ça,
Donc, ne me mettez pas le foulard à l'université, ne mettez pas une visibilité dans vos lieux religieux, n'allez pas prier dans les universités, des choses comme ça. Et donc, la conception dure de la République, elle n'est pas tolérante, elle n'est pas ouverte, elle n'est pas respectueuse des différences, des particularismes religieux ou culturels. Et ça, c'est un vrai problème. Si on vous dit qu'on n'a pas le droit de se réclamer en public d'un particularisme, on ne peut pas discuter non plus. Donc, ce que je voulais vous dire, c'est qu'il y a deux obstacles au dialogue pour lequel nous sommes ici ce soir. Le premier obstacle, c'est l'enfermement de chacun dans une communauté. Alors, il y a les petites communautés, puis il y a la grande communauté nationale française, ça s'appelle le Front National. Bon, c'est très dangereux. Et il y a d'un autre côté la conception étroite, pure et dure de l'idée républicaine qui ne laisse pas de place à la moindre reconnaissance des différences. Et donc, c'est ces deux écueils, ces deux problèmes qu'il faut repousser, qu'il faut écarter pour pouvoir créer ce dialogue. Donc, pour vous répondre plus nettement ou plus directement, qui peut avoir des dimensions religieuses, moi, ce n'est pas pour moi un problème, mais qui doit surtout dire, je prends les grands problèmes du moment, je les discute. Et ça ne me gêne pas du tout qu'on se demande comment la République peut mieux lutter contre le terrorisme, comment la République peut ou ne peut pas laisser discuter d'Israël, comment la République peut ou ne peut pas discuter de l'éducation, de la santé, de la ville, de l'économie, etc. Je vous remercie. Je vous demanderai de conclure, donc, chacun en une phrase. Je pense qu'il y a, et là Michel a mis vraiment l'accent sur ce problème, il y a trois fondamentalismes. Il y a le fondamentalisme musulman, le fondamentalisme juif et le fondamentalisme laïque. Et pour débattre, il ne s'agit pas de dire que je dois renoncer à mon fondamentalisme, mais il faut ouvrir cet espace pour que son fondamentalisme soit remis en cause par l'autre, et dans cet espace d'ouverture, discuter des particularismes. Moi, je crois que le néo-républicanisme doit être plus tolérant vis-à-vis des particularismes. Et les particularismes aussi doivent avoir cette conscience qu'ils vivent dans une société qui a une histoire, et que cette histoire a été fondée sur le dépassement des particularismes. Par conséquent, je pense que s'il y a un dialogue, ce dialogue mettra en cause les formes hermétiques, dures de fondamentalisme, mais aura de la compréhension pour ce qu'on pourrait appeler un fondamentalisme ouvert. Il faut que les gens puissent se parler et surtout mettre sur le tapis les dissensions, les problèmes. Et pour cela, il faut que la République aussi ait une plus grande tolérance vis-à-vis de ce qu'on pourrait appeler des particularismes mineurs. Bon, en tout cas, je vous remercie et puis j'espère qu'un jour, nous réussirons à atteindre ce néo-républicanisme, où nous aurons une République qui à la fois considérera tous ses citoyens sur un pied d'égalité en prenant en compte la particularité de chacun et que le dialogue soit ouvert sur toutes les communautés. Je vous remercie beaucoup d'avoir répondu à notre invitation.